Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Cette semaine encore, nous revenons sur l'actualité insoumise et les dernières batailles menées. Pour commencer, c'est Antoine Léaumont qui nous fait l'honneur de revenir sur la motion de censure et sur les leçons politiques à en tirer. Antoine décortique pour nous les arnaques toujours plus grosses de Bayrou. Dans son point politique, il nous parlera également de la situation aux États-Unis avec l'élection de Trump et ce sera l'occasion de faire un point sur le départ ou non du réseau social X. À partir des interventions au meeting de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard, nous évoquerons évidemment le départ d'Emmanuel Macron. On en a d'ailleurs profité pour interroger celles et ceux que les instituts de sondage comme IFOP devraient intégrer dans leur panel. Spoiler, les Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Avec Nadège Abomangoli et Mathilde Digné, nous revenons sur leur déplacement à Mayotte. Elles témoignent pour nous de ce qu'elles ont vu et entendu sur place et nous présentent le plan d'urgence de la France Insoumise pour Mayotte. Aussi, si vous ne l'aviez pas encore vu sous cet angle, avec Sarah Legrain, on montrera que le combat pour l'accès libre et entier à l'IVG est bien une autre raison, et pas des moindres, de censurer le gouvernement. Parce que pour ça aussi, il est temps que nous arrivions au pouvoir. Et pour finir en beauté cet épisode, la carte blanche de l'insoumission portera sur l'industrie en France et les dernières mobilisations. Il est maintenant l'heure du point politique. Antoine Léaumont, c'est à toi. Alors je commence avec la motion de censure qui n'a donc pas été adoptée par l'Assemblée nationale, qui était déposée la semaine dernière et votée le 16 janvier. Malheureusement, le Rassemblement national n'a pas voté la censure, pas plus que 58 des 66 députés du Parti socialiste. Et c'est dommage parce que cette semaine, on a directement les effets de cette non-censure avec une circulaire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui est une circulaire qui durcit les conditions de régularisation des sans-papiers et notamment des travailleurs sans-papiers, alors que si on veut bien faire pour notre pays, si on veut pousser les salaires vers la hausse, si on veut éviter que les gens se retrouvent dans la précarité, justement la régularisation des travailleurs sans-papiers, c'est une mesure qui est utile pour tout le monde, pour les travailleurs sans-papiers et pour les travailleurs avec des papiers qui sont mis en concurrence avec ces travailleurs sans-papiers. Donc, l'effet direct de cette non-censure, c'est d'avoir toujours M. Retailleau au ministère de l'Intérieur, M. Retailleau qui répond aux attentes, aux demandes de l'extrême droite et qui, de fait, publie des circulaires qui sont des circulaires d'extrême droite. Alors, il faut aller chercher la responsabilité de cette censure. D'abord, il y a la responsabilité première qui pèse sur le Rassemblement national. Alors vous me direz peut-être qu'eux, ils sont d'accord avec ce que fait Bruno Retailleau. Mais il y a un sujet qui est posé, c'est la question du budget qui va arriver devant l'Assemblée nationale. Et ce budget qui va arriver devant l'Assemblée nationale, il est pire que celui de Michel Barnier, qui, en décembre dernier, avait été censuré. Là, il rajoute 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de l'État, c'est-à-dire d'économies supplémentaires sur les services publics. Mais pourtant, on a des gens au Rassemblement national et au Parti socialiste qui nous disent que ça ne mérite pas une censure avec des logiques différentes. Du côté du Rassemblement national, il y a la volonté d'être un parti qui s'insère dans le système. L'objectif du Rassemblement national, c'est d'essayer de conquérir un électorat qui est plutôt de droite, qui n'a pas encore franchi le pas de l'extrême droite, parce qu'il y a une forme de peur que ce parti arrive au gouvernement et de ce qu'il fera. Donc le Rassemblement national, il est dans une logique de respectabilité, je dirais même de respectabilisation, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est ça qu'il essaye de chercher pour aller grappiller des gens qui, la dernière fois, ont voté plutôt pour les Républicains ou qui peuvent avoir voté pour Emmanuel Macron en se disant que, en rassemblant sur la haine des étrangers, la haine des musulmans, la haine des gens en raison de leur origine, de leur couleur de peau, et en même temps en donnant un aspect respectabilité, eh bien, ils arriveront peut-être à gratter un petit peu d'électorat du côté de la droite. En tout cas, ça, c'est les raisons qui ont poussé le Rassemblement national à ne pas voter la censure, comme d'ailleurs il l'avait fait en octobre dernier, parce qu'il faut bien se souvenir qu'en octobre dernier, nous avions déposé une motion de censure commune du Nouveau Front Populaire, votée par tout le Nouveau Front Populaire,
et où le Rassemblement national n'avait pas voté, ce qui nous mettait en position de force. Il faut bien voir ça. Parce que quand on est unis sur une stratégie politique, eh bien, on est plus fort contre l'extrême droite, on fait reculer l'extrême droite, on met l'extrême droite en difficulté, et c'est justement ce qui s'est passé dans la période entre octobre et décembre. C'était le Rassemblement national qui était sous pression, et sous pression y compris de son propre électorat, parce que il n'avait pas voté la censure. Là, on aurait pu avoir le même effet, parce que quand des gens comme Manuel Valls ou Aurore Bergé reviennent dans un gouvernement, tout le monde comprend que c'est un gouvernement de menteurs, de girouettes et de gens qui sont là pour leur intérêt personnel plutôt que pour l'intérêt général. Donc, les électeurs du Rassemblement national, ils sont sans doute pas très contents du fait que leur parti a sauvé des gens comme Manuel Valls. Mais, comme le Parti socialiste n'a pas voté la censure cette fois-ci, eh bien la charge de la responsabilité du fait que Manuel Valls est toujours ministre de l'Intérieur, non, il est ministre des Outre-mer, que Manuel Valls est toujours ministre, elle incombe à la fois au Rassemblement national et à ceux qui, au Parti socialiste, n'ont pas voté cette censure. Et donc, on peut s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles le Parti socialiste dit ne pas avoir voté la censure. Ils ont aussi cet objectif de respectabilité, qui est un objectif qui ne sert à rien dans la période, compte tenu du fait que les gens, ils ont surtout envie de dégager les gens comme Valls, Aurore Bergé, François Bayrou, Retailleau et Darmanin. Darmanin à la justice, qui disait il y a quelques années avec Alliance que le problème de la police c'est la justice, vous admettrez que c'est quand même un peu spécial. Mais non, le Parti socialiste a décidé de se mettre dans une logique de respectabilité lui aussi, et d'essayer de faire en sorte, disent-ils, de gratter des choses. Alors, je dis le Parti socialiste, mais pour être exact, il faudrait dire François Hollande et Olivier Faure, qui sont ceux qui ont poussé, entraîné le Parti socialiste dans cette logique-là, alors même qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a 8 socialistes qui ont voté la censure, et puis ensuite à l'intérieur du Parti socialiste, il y a des gros débats sur justement qu'est-ce que ça produit de ne pas avoir voté cette censure, et c'est sur ça qu'il faut appuyer à mon avis, parce que l'objectif c'est que lors du vote du prochain budget, on obtienne une censure adoptée qui fasse partir Bayrou et ce gouvernement et qui pousse Emmanuel Macron à partir lui-même, parce que une fois qu'on aura cramé les jokers du genre Valls, Bayrou et Aurore Bergé, je ne sais pas qui sera prêt à entrer dans ce gouvernement. Enfin, je veux dire, il faudra vraiment des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, mais beaucoup. Alors ça va être difficile de trouver des gens qui sont prêts à faire ministre. Et donc le PS, il dit j'ai obtenu un certain nombre de choses qui me permettent de pas voter la censure. Sauf que si on regarde dans le détail de ce qu'aurait obtenu le Parti socialiste, il y a d'abord cette question sur la réforme des retraites. Alors je rappelle que notre programme du nouveau Front populaire adopté par les socialistes, il disait qu'on voulait abroger la retraite à 64 ans. Vous savez que nous les Insoumis, on va même plus loin, on veut la retraite à 60 ans. Mais les socialistes, ils avaient dit qu'ils abrogeraient la retraite à 64 ans. Boum, perdu. Maintenant, ça s'est transformé en conclave qui va discuter de blablabla. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura pas d'accord à l'intérieur de ce conclave. Et Bayrou nous a déjà dit que s'il n'y avait pas d'accord, ça serait la réforme des retraites précédente qui s'appliquerait. Et qu'en fait, il y aurait un vote du Parlement uniquement s'il y a un accord pour voter sur cet accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales, sachant qu'il y a une partie des organisations syndicales qui a déjà dit qu'elles ne voulaient plus y participer parce que ça les intéressait pas, compte tenu du fait que précisément tout ça aboutirait au fait que on n'abrogerait pas la réforme des retraites. Donc je veux dire, si on ne fait même pas confiance aux organisations syndicales comme la CGT, à quoi bon essayer de faire confiance à des gens qui, la plupart du temps, nous racontent des mensonges. Donc ça, c'est sur la question de la retraite. Il n'y a aucune chance qu'on aboutisse à l'abrogation de la réforme des retraites avec ce prétendu conclave. On va juste aboutir à blablater et à ne pas servir les intérêts du peuple. Ensuite, il y a un des éléments centraux, c'est la question de l'ONDAM. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est-à-dire que c'est les objectifs qu'on fixe au niveau national en matière de dépenses sur la Sécu, quoi. Bon, tendanciellement, cet ONDAM, il augmente parce que les dépenses de santé, elles ont tendance à augmenter, à la fois parce que les dépenses augmentent d'une manière générale, ça c'est le coût de l'inflation, aussi parce que les dépenses en termes de personnel, elles augmentent, vous allez voir, je vais en parler, et notamment de cotisations qui augmentent, et puis tout simplement, on a une population qui est vieillissante, et notre population vieillissante, elle fait que il y a des dépenses de maladie qui sont plus lourdes chaque année, parce qu'il y a de plus en plus de gens qu'il faut soigner. Et vous savez quoi ? C'est normal, c'est une bonne chose et ça fait partie justement de cette solidarité collective.
Donc François Bayrou, il dit on va augmenter l'Ondam de plus 3,3%. Sauf que déjà l'arnaque commence parce que tendanciellement, en fait, l'Ondam il devait augmenter l'année à venir de 4,7%. Donc déjà, il a fait des économies dans ce qu'il annonce d'objectifs de dépenses. Il a fait des économies par rapport à ce qui serait une évolution tendancielle pour les raisons que je vous avais expliquées. Mais je vous ai dit que je parlerai des cotisations et des salaires. Mais justement, les cotisations payées par les hôpitaux augmentent sur les salaires des soignants et ça fait qu'il y a une réduction. En réalité, l'augmentation de l'Ondam au final, elle est qu'à plus 2,1%. Plus 2,1%. Donc en réalité, quand Bayrou dit qu'il va augmenter de 3,3% l'Ondam, si on regarde l'ensemble des choses, en réalité, par rapport à ce qui était une évolution tendancielle, on est sur une baisse de 2,3% de l'Ondam. Vous avez vu le niveau de l'arnaque, on vous dit que ça augmente, alors qu'en réalité, ça baisse. Voilà, donc en réalité, ils n'ont pas obtenu grand-chose, le Parti Socialiste, si ce n'est une arnaque, et on ne peut pas dire qu'une arnaque, ça soit une négociation réussie. Donc, ce qu'il faut maintenant obtenir, c'est que la prochaine fois que revient le budget devant l'Assemblée nationale, on censure ce gouvernement et que le Parti socialiste revienne à la raison et à la maison et participe au vote de la motion de censure. La prochaine fois, il y aura ce budget qui arrivera devant nous, il y aura un 49.3 et à ce moment-là, il faudra que tout le monde soit bien solidaire pour voter la censure parce que vous voyez bien ce que ça provoque. Ça provoque une mise en cause directe du Rassemblement national et ça nous renforce dans le rapport de force avec l'extrême droite et c'est ça, je crois, notre objectif. Je veux dire, si on croit à ce qu'on dit en disant qu'à la fin ça se terminera entre eux et nous, il faut à chaque étape mener la bataille contre notre adversaire central et là, malheureusement, François Hollande et Olivier Faure nous ont affaiblis dans cette bataille face à l'extrême droite et moi j'espère qu'ils vont se ressaisir les deux et que les socialistes au minimum, si jamais les deux ne se ressaisissent pas, que les socialistes leur diront que maintenant ça suffit et que de toute façon ils font bien ce qu'ils veulent et qu'ils voteront la censure. Il y en a 8 qui l'ont déjà fait. Moi j'appelle tous les autres et toutes les autres à faire comme les 8 courageux qui n'ont pas écouté Olivier Faure et François Hollande. Ok, c'est plus clair pour nous. Antoine vient de décortiquer les arnaques. Maintenant, passons à l'actualité internationale. Je vous parle très rapidement de la situation aux États-Unis avec l'investiture de Donald Trump qui a directement multiplié les provocations et je veux revenir sur un point en particulier, c'est les provocations sur le canal de Panama et sur le Groenland et aussi sur le Canada. Bref, Donald Trump, il est en train de menacer tous ses voisins et même pas seulement ses voisins puisque le Groenland n'est pas tout à fait voisin des États-Unis d'Amérique. Mais cette logique martiale, guerrière de Donald Trump, elle doit être combattue et condamnée. On ne peut pas avoir dit à la fois à Vladimir Poutine qu'il n'est pas normal de régler ses problèmes par la force en envahissant son voisin. On ne peut pas avoir dit à Benyamin Netanyahou que ce qu'il avait fait dans la bande de Gaza et par ailleurs en Cisjordanie aussi était un non-respect du droit international et puis n'avoir aucune réaction face à Donald Trump qui dit qu'il va faire n'importe quoi, qui va envahir ses voisins et multiplier les provocations militaires et armées vis-à-vis de ses voisins. Non, ça n'est pas possible de considérer que les conflits doivent se régler par la force et autrement que par la diplomatie et vous aurez remarqué que un certain nombre de dirigeants français et européens sont bien silencieux sur ce sujet, ne disent rien, ne réagissent pas, considèrent que finalement tout ça est normal parce qu'après tout, vivent les États-Unis d'Amérique et on n'a rien à dire parce qu'on est dans une alliance militaire avec eux. Vous voyez maintenant à quel point, encore une fois, nous avions prévenu, avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, que nous avions dit que être dans une alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique, c'était un danger, non seulement pour la sécurité du monde, mais aussi pour les intérêts vitaux de notre pays, la France. On n'a pas intérêt, nous, à se mettre dans la roue guerrière des États-Unis d'Amérique. Il faut sortir de cette alliance OTAN parce qu'elle va nous entraîner, si jamais nous y restons, dans des conflits dans lesquels nous n'avons pas envie de participer, dans lesquels la France n'a aucun intérêt à participer et pour lesquels Donald Trump est juste en train d'essayer de provoquer une logique guerrière avec derrière les intérêts économiques qui vont toujours avec les logiques guerrières bien sûr, mais surtout une logique guerrière qui peut déstabiliser, augmenter la déstabilisation du monde et nous n'avons pas, nous Français, intérêt
à nous laisser entraîner là-dedans. Alors se pose avec la question de Donald Trump, la question du réseau social X, puisque Elon Musk est ministre de Donald Trump et que il est le responsable de ce réseau social. Bon, il y a eu un mouvement qui appelait à quitter ce réseau social X, qui a été suivi par un certain nombre de personnes. Je pense pour ma part qu'il faut rester sur ce réseau social pour l'instant. Alors certes, il nous est défavorable au niveau des algorithmes, il nous est défavorable au niveau des idées qui vont être véhiculées, mais dites-vous bien qu'avec 15 millions d'utilisateurs sur Twitter, dont 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels, tout le monde sur ce réseau social n'est pas d'extrême droite. Donc si nous laissons les gens avec uniquement des émetteurs politiques d'extrême droite, il y a de fortes chances qu'à la fin, ils finissent par être eux-mêmes d'extrême droite si jamais il n'y a pas de contradiction. Moi, je pense qu'il faut mener la bataille sur ce réseau social. Certes, le combat nous est défavorable. Je comprends aussi les logiques qui ont emmené un certain nombre de personnes à quitter ce réseau social, mais la bataille, à mon sens, doit être menée sur ce réseau social pour permettre que les idées développées par la France insoumise soient entendues, soient en contestation des idées de l'extrême droite, parce que si on laisse les gens sur un réseau social qui s'extrême droitise, il y a de fortes chances pour que les gens s'extrême droitisent eux-mêmes. Et si nous ne répondons rien sur ce réseau social-là, et ben malheureusement, c'est un des lieux sur lesquels nous abandonnons la bataille et c'est dommage. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'édito politique de cette semaine. Je vous invite à vous abonner au podcast, n'oubliez pas, parce qu'il est publié toutes les semaines. Et je vous retrouverai prochainement dans une autre édition du podcast, pas la semaine prochaine, mais un autre jour. Voilà, à très bientôt sur le podcast de la France Insoumise. Merci beaucoup Antoine. C'était sa grande première dans Touche pas à mon peuple et on a déjà hâte de le retrouver. Nadège Abomangoli et Mathilde Digné se sont rendues à Mayotte du 16 au 19 janvier dernier. Ce déplacement a permis de rencontrer les habitants et les habitantes, mais aussi les élus et agriculteurs qui ont partagé leurs témoignages avec nos députés. Ce déplacement a aussi permis de présenter notre plan d'urgence pour Mayotte, qui fait face à de nombreuses problématiques issues des manquements de l'État dans de nombreux secteurs. Et c'est Camille qui interroge nos députés et on commence tout de suite avec Mathilde Digné. Le 14 décembre, le cyclone Chido s'est abattu sur l'île de Mayotte et a fait de nombreux dégâts. Ça a été une des catastrophes les plus importantes de l'histoire de France. Et le 12 janvier 2025, donc qui est quelques semaines après, là c'est la tempête Dikeledi qui a eu lieu sur l'île et qui a aggravé les conséquences du cyclone Chido. Et donc aujourd'hui l'île elle est complètement dévastée à cause de ces catastrophes. Mathilde, tu connais bien Mayotte, car si je ne me trompe pas, tu y as vécu. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as ressenti quand tu t'es rendue sur place? Quand on est arrivé sur l'île, moi j'ai vu qu'il n'y avait plus d'arbres, que tout était détruit, alors que Mayotte c'est une île où la végétation elle est dense, c'est de grands arbres, les bambous sont immenses, il y a des manguiers, il y a des cocotiers, des bananiers. Il y a vraiment une végétation qui est diverse, une biodiversité qui est énorme là-bas, et là il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment un paysage de désolation. Et puis à côté de ça, c'est les bâtiments en fait qui sont détruits, donc les toitures qui se sont envolées, des bateaux qui sont arrivés carrément sur le parking, ou d'autres qui sont complètement échoués sur l'île. Et puis moi je suis passée là où je travaillais pour voir un peu l'état des bâtiments. Et en fait, il y a plus, tous les toits se sont envolés, quoi. Et donc c'était assez fort en émotion, quoi, de voir l'île dans cet état. Et aussi de voir que les Mahorais, les Mahoraises qui sont de nature plutôt souriante quand même, là on sent que c'est dur pour eux, ce qui est normal, et on sent qu'ils sont traumatisés aussi. Ce déplacement, c'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs locaux, comme les élus,
le préfet, les collectifs d'habitants. Nadège, est-ce que tu peux revenir sur ces rencontres et ce qu'elles vous ont permis de comprendre et d'apprendre sur la situation à Mayotte? Oui, alors immédiatement à notre arrivée à Mayotte, nous avons rencontré évidemment le préfet de Mayotte pour notamment voir le centre opérationnel départemental qui gère la crise en fait, qui était en train de préparer la rentrée scolaire. Le préfet nous a donné quelques éléments de contexte sur Mayotte et sur ce qui avait pu être entrepris jusqu'à présent pour aider les Mahoraises et les Mahorais. On a également rencontré un collectif d'habitants à Kaweni qui nous a expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés, le fait que toute l'aide n'arrive pas, que la coordination avec ou les associations locales, ou les collectifs locaux, ou les maires, ou les CCAS locaux, les centres d'action sociale, fait que une partie de l'aide n'arrive pas, et donc ils nous ont fait part d'une difficulté de concertation avec les autorités de l'État, et donc voilà, un sentiment d'insatisfaction. Ils nous ont aussi dit que concernant la recherche des victimes, ils étaient totalement insatisfaits et nous ont fait part d'un sentiment d'abandon en nous expliquant que si ça se passait en hexagone, ça ne se passerait évidemment pas comme ça. Mathilde, Nadège, lors de ce déplacement, vous avez pris le temps d'aller à la rencontre des agriculteurs. Mathilde, peut-être, est-ce que tu peux revenir en détail sur cette rencontre? En agriculture, là-bas, c'est compliqué, parce que c'est pareil, comme je le disais, comme c'est une île où la végétation, elle est très dense, en fait, cette végétation, c'est aussi des arbres, des plantes qui produisent de l'alimentation, qui sont du coup cultivés par les agriculteurs là-bas. Et donc, tout a disparu. Nous, on est allé visiter une pépinière. On est allé rencontrer le président de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Il nous a fait visiter sa pépinière et donc toutes les bâches de ses serres ont volé. Les ombrières, les espaces qui servaient à faire de l'ombre aux plantes, parce que là-bas il fait très chaud, tout s'est envolé. Et les jeunes plants qui étaient protégés des insectes ou des épidémies, du coup maintenant ils sont un peu mis à nu. Et donc ce que nous disait l'agriculteur, c'est que là, peu importe, ils regardent même plus la qualité du plant. Les collègues agriculteurs, ils prennent parce qu'il y a tellement plus rien qu'ils regardent plus vraiment la qualité du plant. Donc, du coup, on a senti aussi le désarroi sur le fait que donc les arbres, plein d'arbres sont tombés, qu'il y a un manque de matériel pour enlever ces arbres-là et dégager les parcelles. Donc il y a un besoin de matériel type tronçonneuse, ce genre de choses. Et puis il y a des questionnements sur comment faire pour relancer la production, sachant que les plants de manioc, je crois que c'est 6 mois, et les bananiers, c'est 11 mois. Donc il faut aussi du temps pour assurer une production qui va derrière assurer la production alimentaire, parce que là-bas en fait l'alimentation de base c'est les bananes, le manioc, le songe, les fruits à pain, et donc tout ça il n'y a plus rien. Donc maintenant il faut soit assurer l'importation de ce genre de fruits et légumes depuis les pays voisins, et puis pour assurer la production, pour ressemer, il faut aussi que des semences arrivent d'autres pays voisins, sauf que en fait jusqu'à maintenant c'était pas autorisé. Donc voilà, ça c'est une inquiétude aussi des agriculteurs là-bas. Les événements qui ont eu lieu à Mayotte en ce début d'année ont montré les profondes inégalités qui existaient sur le territoire de Mayotte, dû notamment à un manque d'engagement de l'État. Le groupe parlementaire La France Insoumise Nouveau Front Populaire a présenté un plan d'urgence pour Mayotte. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce plan d'urgence va répondre aux problématiques que vous avez pu
constaté avec Mathilde lors de votre déplacement? Des inégalités profondes à Mayotte, c'est l'évidence. En fait, Mayotte est dans un état de sous-développement chronique, systémique, ancien, profond. On le voit, les infrastructures ne sont pas au niveau, les services publics non plus. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble des services publics, aussi bien l'éducation, la police, la justice. Il y a des situations de violence qui se sont enquistées avec le temps et qui n'ont pas été prises en compte. Pas de travail de prévention, pas de travail de justice efficace. Et donc, du coup, une situation très difficile, très tendue, y compris la gestion de la pression démographique, la gestion de l'immigration, la gestion des exilés pose problème. Et du coup, ça crée des tensions, la guerre de tous contre tous. Et nous, à ça, on répond solidarité nationale. La solidarité nationale, c'est la lutte contre la pauvreté, mais c'est aussi la prise en compte des spécificités de Mayotte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Mayotte va gérer seule cette pression démographique qui ne cessera pas, puisqu'il y aura toujours des guerres et donc toujours des exilés. Il y aura toujours des liens familiaux entre les Comores et Mayotte, et il y aura toujours donc de l'immigration clandestine. Comment expliquez-vous qu'il y ait par exemple la possibilité d'avoir un titre de séjour, mais de ne rester qu'à Mayotte? La solidarité nationale, c'est aussi dire qu'il n'y a pas de droit spécifique, mais du droit commun. Pour terminer, j'aurais une dernière question. Le gouvernement a proposé un projet de loi d'urgence. Est-ce que, Nadège, tu peux m'expliquer en quoi il est insuffisant pour répondre à la crise? Le projet de loi d'urgence, il est vraiment un périmètre très restreint. Ce qu'on vient d'étudier, c'est des possibilités de déroger à certaines règles dans le droit de l'urbanisme, dans le droit de l'environnement, le code de la construction, vraiment pour les entreprises qui vont intervenir pour rebâtir Mayotte. Il y a aussi des éléments qui sont liés aux prélèvements fiscaux. Qu'est-ce qu'on fait pour réclamer ce qui était dû à l'État, qu'est-ce qu'on fait aussi par rapport à la continuité ou pas des prestations et d'un certain nombre de démarches qui avaient été entreprises pour recouvrer ou des cotisations sociales, etc. etc. Donc il y a des choses qui sont bien là-dedans, mais il y a aussi beaucoup trop de choses qui dérogent aux règles, qui sont dangereuses pour l'environnement, pour les habitants, et puis un certain nombre de dispositifs qui font que ce sont les mastodontes, par exemple, de la construction qui pourront avoir l'ensemble des marchés. Donc nous, on a mis des amendements qui limitent tout ça, mais très clairement, c'est pas forcément au service des entreprises mahoraises. On a également repoussé un article de cette loi qui facilitait les expropriations sur le foncier, et ça, c'était vraiment inacceptable. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il manque énormément de choses. On aurait pu, par exemple, mettre des choses sur le droit à l'eau, par exemple, geler les factures d'eau. On aurait pu aussi, dans le cadre de l'urgence, geler le prélèvement de loyer, encadrer les loyers. Et ce qu'on propose, nous, comme contre-plan, c'est vraiment de s'attaquer aux origines de la pauvreté à la racine, c'est-à-dire remettre des services publics, remettre de l'État, remettre de l'éducation, de la prévention de la délinquance, et faire en sorte que finalement Mayotte soit aux avant-postes du progrès social et de la bifurcation écologique, que Mayotte ne soit pas juste une place forte pour la France en termes de position géostratégique, mais une place forte en termes de droit, parce que très clairement, c'est ce qui manque, et je vous invite toutes et tous à consulter notre contre-plan. C'est un plan ambitieux pour sortir Mayotte de sous-développement et pour enfin mettre en place l'égalité et la solidarité nationale. La France Insoumise, par le biais de ses groupes d'action et en lien avec les associations, organise régulièrement des collectes de solidarité pour Mayotte. N'hésitez pas à vous en rapprocher. Mais spontanément, et ma source c'est le baromètre IFOP-JDD d'il y a une dizaine de jours, spontanément, il y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Elysée. Les Français restent sur un agenda 2027. Emmanuel Macron doit finir son mandat. Attendez, quoi ? Vous venez d'entendre le directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Selon lui, aucun Français ne voudrait de la démission d'Emmanuel Macron. Alors, à Besançon, j'en ai profité pour demander à quelques Français de réagir. Mais que les sondages, ils sont fabriqués par le pouvoir.
Voilà. Donc, mais les gens veulent qu'ils dégagent. Je pense clairement qu'il faut qu'il parte et la réponse est très très simple. Il faut qu'il parte pour donner de l'espoir enfin aux gens. Depuis la dissolution, il a été mis en minorité et puis qu'il agit en coup de force, mais clairement, il est plus désiré par bien plus que la majorité des Français. Macron, il n'a plus aucune légitimité aujourd'hui. Il a perdu toutes les élections depuis 2022. Puis 2022, franchement, il a été élu encore une fois par défaut parce qu'on ne voulait pas de la Le Pen. Donc, franchement, aujourd'hui, je vois absolument pas qu'est-ce qui empêcherait Macron de démissionner. Bon, moi, j'ai envie quand même que Macron démissionne parce que j'en ai assez de ce gouvernement, de tout ce qui se passe, que l'argent soit distribué aux actionnaires et que... Voilà, donc à partir de là, oui, je veux que Macron dégage, quoi. Je pense qu'au contraire, tous les Français veulent que Macron dégage. Ils nous volent notre argent, et ils nous montent les uns contre les autres. Il est temps qu'il dégage avec toute sa clique. Bah ouais, moi je suis plutôt pour que Macron il démissionne le plus tôt possible. J'ai envie que Macron il démissionne. Il est en train de vendre le pays à l'extrême droite. Pour moi c'est le président des riches. Il aide en priorité ses copains du CAC 40. Il s'occupe pas trop des gens qui sont dans la pauvreté ou proches de la pauvreté ou même les classes moyennes. Que de toute façon, Macron n'a pas respecté la démocratie. C'est la gauche qui a gagné les élections législatives. Il n'a pas respecté la démocratie. En plus, il forme des gouvernements qui ne sont plus même à droite, mais qui sont à l'extrême droite. Donc effectivement, cet homme est dangereux. Il faut qu'il démissionne. Très envie que Macron il démissionne parce que on en a un peu marre de ses méthodes et que même les élections ne sont pas respectées. Et donc il n'y a plus de solution autre que sa démission maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel problème dans ce pays qui est absolument représenté par Emmanuel Macron et il est peut-être temps d'en changer du coup. Et en plus, ça fait 7 ans qu'on le subit, 7 ans de malheur, ça va, c'est suffisant. Ah oui, moi je milite pour que Macron démissionne. Tout le monde qui a envie que Macron s'en aille. Et pourquoi ? Tout le monde. Parce qu'il a trahi dans tous les domaines. Bon, c'est unanime. Emmanuel Macron doit partir. Et nous avons plusieurs moyens pour exiger son départ. Nous avons proposé la destitution du président de la République. Et la destitution du président de la République, c'est la logique de la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est une révolution où on ne tire pas un coup de fusil. On se bat avec la loi telle qu'elle est, parce qu'on n'en a pas d'autre. On veut la changer. On se bat dans les institutions, même si on n'est pas d'accord avec les institutions de la Ve République. Mais on utilise tout ce que nous avons de possible pour aller au bout de notre logique. Le droit de destituer le président de la République existe dans la Constitution. Ceux qui nous accusent de vouloir créer le chaos sont ceux qui, eux, préparent le chaos. Car nous ne faisons que des choses légales, que des choses légitimes. Ce n'est pas nous qui nions le résultat d'une élection. Imaginez-vous que je sois là devant vous, après une élection, en disant de toute façon on s'en fout du résultat, maintenant allez hop, on fait comme si c'était nous qui dirigions le pays. La démocratie, c'est seulement l'art de prendre une décision, pas de vous obliger à penser d'une manière ou d'une autre. On prend une décision. Voilà, 51 contre 49, c'est une invention comme une autre, mais il en faut bien une. Il y a une règle. Donc ils doivent la respecter. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils ne la respectent pas. Et il se trouve que la fin de son mandat est plus proche que l'on pense. Le président de la République et ses plus fidèles soutiens, eux, ils savent que si le gouvernement de François Bayrou tombe, alors il n'a plus beaucoup de jokers dans sa manche. Eux, ils savent que si le gouvernement de François Bayrou tombe, alors c'est le départ d'Emmanuel Macron qui va être la question posée dorénavant au pays. Et nous ne nous cachons pas. Et nous ne faisons pas semblant. Et quand sur un plateau de télévision on me dit « Mais vous êtes obsédé par l'élection présidentielle ». Non, je ne suis pas obsédé par l'élection présidentielle, je suis obsédé par le fait de protéger le peuple français de 2 ans et demi supplémentaires de politique macroniste. Ça oui, je le reconnais. Et donc oui, nous n'avons pas peur d'un grand rendez-vous démocratique. Nous n'avons pas peur du peuple. Nous n'avons pas peur du suffrage des électrices et des électeurs. Et je veux répondre à ceux qui, parfois, de bonne foi sans doute, nous disent « Oui, mais s'il y a une élection présidentielle demain, c'est l'extrême droite qui va gagner. » Ah bon ? Ah bon, on renonce à la bataille avant même de l'avoir menée ? Et au mois de juin dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale, si on avait appliqué cette règle-là,
ben on serait pas rentré en campagne, on n'aurait pas milité. Ils disaient tous que c'est l'extrême droite qui allait gagner. Les sondages, il y en a eu 27 dans cette période, 27 sur 27, tous ils disaient que c'était l'extrême droite qui allait s'emparer du pouvoir. Pourquoi on renoncerait à la bataille avant qu'elle ait eu lieu? Et puis vous croyez vraiment que une fois que Macron aura encore fait sa politique pendant 2 ans et demi, et qu'en plus nous, parce que ça serait ça l'alternative, on aurait été responsable de la continuité de cette politique, alors vous croyez qu'à ce moment-là, quand on aura une responsabilité, parce que si on faisait ce choix funeste, on aurait une responsabilité dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, vous croyez que les gens vont venir vous voir et vous dire bravo, et vous dire merci, et vous dire maintenant on va voter pour vous? Non. Il ne faut pas avoir peur de la bataille, il faut rentrer dans la bataille. Alors, il faut se tenir prêt à retourner aux urnes. On a envie d'autre chose, on a envie de solidarité, d'un peu plus d'humanité en politique. Faire attention aux gens, de prendre des décisions pour les plus démunis, pour les plus pauvres et pas pour les plus riches. La France Insoumise, c'est une très bonne option. D'ailleurs, c'est grâce à eux si aujourd'hui je vais décider de me repolitiser. Parce que de base, je suis un jeune qui est devenu majeur en 2012. Donc du coup, on peut comprendre la déception que j'ai eue de la gauche. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a permis vraiment de me déplacer dans une urne pour justement aller voter et enfin prendre position dans ce pays. Si demain il y a une élection, bien sûr que je me déplace 1 fois, 2 fois, 10 fois, il n'y a pas de problème. Et si je peux emmener un maximum de personnes avec moi, je le ferai. La bataille commence. Mais pour la gagner, il faut s'assurer que tout le monde soit inscrit sur les listes électorales. Pas une voix ne devra manquer. Et moi, je me rappelle, après la dissolution de l'Assemblée nationale, quand il y a eu l'organisation des élections législatives, de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales? Parce que là, on ne veut pas que l'extrême droite s'empare du pouvoir. » Et on a été obligé de leur dire « Mais malheureusement, ce n'est pas de notre responsabilité, mais c'est trop tard. On ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales. » Ils n'ont pas réouvert les inscriptions entre la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des élections législatives. Alors, on ne va pas se faire avoir 2 fois. Donc, il y a une chose simple à faire en ce début d'année, c'est la bonne résolution de 2025. C'est vous vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous avez déménagé, vous remettez votre inscription sur les listes électorales au bon endroit. Vous rentrez à la maison ce soir, vous vérifiez auprès des gens de votre famille qui sont bien inscrits sur les listes électorales. Vous allez demain au boulot, vous en parlez à la machine à café pour savoir si tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales. Parce qu'il y aura un nouveau rendez-vous démocratique, je ne sais pas quelle forme il aura, mais il y aura un nouveau rendez-vous démocratique cette année. Et cette fois, on aura besoin de tout le monde et on aura besoin que personne reste à la maison. Alors, pour vérifier sa situation électorale ou s'inscrire tout simplement, vous pouvez vous rendre sur le site servicepublic.fr. C'est une démarche qui prend à peine 2 minutes. Et à la fin, ça vaut vraiment le coup, parce que nous allons tout changer. La semaine dernière, nous fêtions les 50 ans de la loi Veil, et donc de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Sarah Legrain nous en dit un peu plus sur ce long combat, toujours d'actualité. On a fêté les 50 ans de la loi Veil et la première chose qu'il faut avoir en tête quand on fête cet anniversaire, c'est que cette loi Veil est d'abord un aboutissement d'un grand nombre de luttes qui ont été menées dans la société, pas seulement par Simone Veil, mais surtout par des féministes, que ce soit au sein du MLAC, du planning familial, du MLF, que ce soit les 343 salopes qui avaient signé ce fameux manifeste, dont notamment l'illustre Gisèle Halimi. C'est tous ces combats-là qui ont donné lieu ensuite à la loi Veil qui n'est qu'une première étape de toutes les évolutions législatives qu'il y a eu en matière de droit à l'avortement, puisqu'il s'agissait de dépénaliser et qu'ensuite il y a eu vraiment la légalisation, la question de la prise en charge, du remboursement, etc. Et peut-être l'aboutissement, par contre, de ce processus législatif, eh bien, c'est effectivement avec la constitutionnalisation de l'IVG l'an dernier qu'il a eu lieu. Et vous allez sans doute entendre beaucoup de macronistes s'en gargariser, rappeler qu'effectivement la France est le premier pays au monde à mettre le droit à l'IVG dans sa constitution, mais ils rappellent rarement que c'est à l'initiative des Insoumis que cette proposition a été posée à l'Assemblée nationale pour la première fois, et que d'ailleurs à l'époque on nous objectait le fait que c'était pas utile et qu'il n'y avait pas vraiment de combat à mener pour les droits des femmes dans le pays, enfin en tout cas pour le droit à l'IVG. Et bien sûr, l'extrême droite ne compte pas nous laisser tranquilles, tant au niveau international que national. Elle est toujours fermement opposée à notre liberté de disposer de nos corps. Il y a des mouvements qui s'organisent de façon avec des offensives très organisées de l'extrême droite contre ce droit à l'IVG. On en voit le résultat dans le monde entier. On a pu voir
et qu'il y avait évidemment des reculs sur les droits des femmes. On pense évidemment aux États-Unis, à nos sœurs là-bas. On pense à des pays européens. On a encore aujourd'hui 20 millions de femmes qui n'ont pas accès à l'avortement en Europe même, et on voit bien que les reculs peuvent vite arriver, et voilà pourquoi il faut absolument mener ce combat-là en France, et mener un combat offensif, pas simplement se féliciter d'avoir une loi protectrice, mais la rendre effective par les budgets, et aussi par le combat contre les anti-choix. Le combat pour l'IVG ne doit jamais s'arrêter. Il nous faut toujours être en alerte. La preuve, la politique austéritaire de la Macronie peut bien sûr avoir de lourdes conséquences sur la pratique de l'avortement. En réalité, évidemment qu'il y a ce combat à mener, puisque si la loi Veil a mis fin à 300 000 avortements clandestins chaque année, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui le fait que l'IVG soit légal empêche tout frein à l'IVG. Il y a évidemment des freins qui sont déjà de l'ordre de la stigmatisation, du tabou dans la société, mais il y a évidemment des freins qui sont de l'ordre des budgets, puisque en fait vous avez un grand nombre de centres IVG, 130 centres IVG qui ont fermé en France ces dernières années pour des motifs d'austérité budgétaire, tout comme d'ailleurs les maternités, les hôpitaux de proximité. On a connu même une pénurie de pilules abortives récemment qui nous rappelle notre dépendance à l'égard de l'industrie pharmaceutique. Or, c'est un problème qu'on puisse se retrouver avec ce droit mis finalement en danger par le fait tout simplement qu'on manque de pilules. Et c'est là que, franchement, on a un gouvernement qui pêche doublement. D'abord parce que évidemment, le gouvernement nous propose un budget d'austérité, enfin donc Bayrou va nous faire un budget d'austérité pire encore que celui de Barnier, annonce des 2 remboursements de médicaments, et donc on n'a aucune garantie que dans ce budget d'austérité de la sécurité sociale, on ait des moyens en plus pour assurer l'effectivité du droit à l'IVG. On a aussi de la mise en danger d'associations qui ont un rôle absolument fondamental là-dedans, comme le planning familial, qui à la fois ont besoin de budget, les centres d'information des droits des femmes également, et qui ont alerté sur leur manque de budget, leur difficulté à rémunérer leurs salariés. Mais on a aussi, ces associations sont aussi attaquées par des mouvements anti-choix. Et par ailleurs, la composition du gouvernement Bayrou est loin de nous rassurer. Et alors, ces mêmes macronistes qui nous expliquaient au moment où Mathilde Panot déposait pour la première fois une proposition là pour constitutionnaliser l'IVG, que c'était vraiment pas du tout nécessaire de le mettre dans la Constitution, qui maintenant sont tout fiers de montrer qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont fini par se rendre à cette idée qui était majoritaire dans la société tout simplement. On les entend pas beaucoup sur la manifestation assez massive qui a eu lieu dimanche dernier pour s'en prendre au droit à l'IVG. On n'a pas l'impression que ce soit tout à fait dans la priorité de Retailleau. Retailleau, il préfère parler de l'aide médicale d'État, qui garantit, par exemple, à des femmes migrantes de pouvoir avoir accès à de la contraception d'urgence et à de l'IVG. Notamment, et puis évidemment on a un gouvernement qui non seulement n'a pas eu beaucoup de mots contre cette manifestation, mais en plus a des anti-choix en bonne position, avec ce gouvernement Bayrou qui n'a pas grand-chose à envier au gouvernement Barnier en la matière, et on peut faire toute la liste des anti-choix qui sont au sein de ce gouvernement. Catherine Vautrin, qui est quand même une militante de la Manif pour tous, qui a été nommée ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, donc c'est pas franchement rassurant. On a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG et qui a demandé à Bayrou des comptes sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, qui est évidemment un des leviers évidemment de l'information sur les droits des femmes. On a Annie Genevard et Philippe Tabarot qui ont tous les deux aussi voté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et puis la défense de l'IVG repose en partie sur la ministre à l'égalité femmes-hommes qui est Aurore Berger, dont on sait qu'elle avait menacé à tout va les associations qui lui semblaient ne pas être suffisamment dans le soutien inconditionnel à Israël. Et ça aussi, évidemment, ça ciblait notamment des associations comme le Planning ou d'autres. Donc c'est pas très rassurant du point de vue de l'accompagnement des femmes. Le combat pour l'accès libre et entier à l'avortement est donc bien un autre argument, et de taille, pour censurer ce gouvernement. Donc vous l'aurez compris, la défense du droit à l'IVG est aussi une excellente raison pour censurer le gouvernement Bayrou
et sa bande d'anti-choix sur lesquels on ne peut vraiment pas compter pour défendre les droits des femmes. Et puis les censurer, pourquoi faire? Parce que quand nous serons, nous, au pouvoir, évidemment, nous réouvrirons ces 130 centres IVG qui ont fermé, en plus des maternités, des hôpitaux de proximité qui ont fermé. On luttera contre les pénuries de pilules abortives. On développera toute la formation des médecins à tous les actes. Et puis, finalement, on supprimera cette double clause de conscience qui est inutile. Une seule clause de conscience suffit, et le fait d'en avoir une double, c'est un peu technique, mais en gros, ça permet globalement de réduire un peu l'accès au nombre à un nombre de professionnels nécessaires pour pratiquer les IVG dont il y a besoin. Et puis évidemment, on mènera pied à pied le combat contre les anti-choix et toutes les formes d'entrave à l'IVG, en luttant aussi pour que ces 3 séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle et affective soient effectives devant les classes, parce que c'est aussi en faisant la publicité de ce droit à l'IVG qu'on le protège. Et donc voilà aussi pourquoi il faut censurer Bayrou et pourquoi il est urgent que nous arrivions au pouvoir pour défendre les droits des femmes. Merci Sarah. C'est maintenant la carte blanche de l'insoumission. Sylvain Noël fait cette semaine un focus sur les mobilisations pour l'industrie en France. Il interroge Béranger Cernon et Alma Dufour, députés La France Insoumise, présents en manifestation. Sylvain, c'est à toi. Cette semaine, l'Insoumission vous parle des mobilisations pour sauver l'emploi et l'industrie. 2024 a été une année noire pour l'industrie et en ce début d'année, tous les indicateurs restent rouge vif. Des fleurons ont été vendus à la découpe par Emmanuel Macron, comme Doliprane, un fonds d'investissement nord-américain, après Alstom et bien d'autres. L'outil de production est ainsi bradé à des capitaux étrangers pendant que des assistés d'en haut se gavent de l'argent du contribuable sans investir. Le groupe Auchan, dont le directeur a été auditionné cette semaine à l'Assemblée nationale par Aurélie Trouvé, licencie 2400 emplois partout en France après s'être gorgé de 150 millions d'euros d'aide publique. Barnier se demandait naïvement où va l'argent public, avant de jeter aux oubliettes, en 24 heures, la question de la contrepartie et du contrôle des aides publiques versées aux entreprises. Son successeur, Bayrou, ne pose même plus la question. Son cap est clair, tout le pouvoir au patronat et au capital. D'un côté, le pouvoir de veto accordé au MEDEF dans l'arnaque du conclave sur les retraites, de l'autre, les louanges aux multinationales qui font, d'après ses mots, honneur à la France. Bayrou assume donc la continuité des politiques économiques macronistes. Délocalisation en Pologne pour les usines Michelin, pillage organisé de Doliprane par les Nord-Américains, raquette de l'argent public par des groupes vautours en quête de chute de profit, etc., etc. Le tout a été soigneusement validé par le Rassemblement national et le groupe socialiste, les deux ayant refusé de concert la censure de ce gouvernement illégitime qui ne tient qu'au fil du rasoir. Pour LFI, conforté comme seule alternative au macronisme, le combat est loin d'être terminé. En plus de la bataille institutionnelle, les députés LFI se déploient sur tous les fronts. Ce mercredi, une délégation insoumise était présente à Bercy au rassemblement de la CGT pour sauver l'emploi et l'industrie. Le jour même, Aurélie Trouvé convoquait 2 patrons de groupe à la commission des affaires économiques pour qu'ils répondent de leurs actes devant la représentation nationale. À la mobilisation sous les fenêtres de Bercy, nos reporters ont pu s'entretenir avec plusieurs insoumis présents, dont Béranger Cernon. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, rien ne justifie ces licenciements, rien ne justifie ces plans sociaux, alors qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, alors qu'en réalité, c'est des plans de licenciement. Voilà, il faut appeler un chat. Et très clairement, on veut se battre contre ça. On veut interdire les licenciements boursiers. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'une entreprise qui fasse des bénéfices puisse licencier des centaines d'emplois, étant donné qu'on sait pertinemment que derrière, ce sont les actionnaires qui demandent toujours plus d'argent, alors que la création de richesse, elle est créée par les ouvriers, et lui, un actionnaire, ne produit rien, hormis taper l'argent. Nous avons aussi croisé Alma Dufour, qui rappelle la responsabilité de François Bayrou et Emmanuel Macron dans le chaos généralisé. Nous l'écoutons. On estime entre 150 000 et 300 000 emplois, le nombre d'emplois qui sont en train d'être détruits dans l'industrie en ce moment même. C'est une catastrophe sociale d'une ampleur inédite. Ce qui se passe dans l'industrie, c'est une des raisons pour lesquelles on a censuré le gouvernement Barnier, parce que monsieur Barnier n'a absolument rien fait quand il était au gouvernement pour stopper les plans sociaux. Il avait envisagé de conditionner les aides. Il est revenu bien vite sur sa décision, même pas 24 heures après. Donc on n'en veut plus de ce gouvernement, tout comme on veut pas du gouvernement Bayrou qui n'a pas eu non plus un mot pour ce qui se passe aujourd'hui. Il regarde les plans sociaux comme on regarde pas
passer les trains. Et honnêtement, ce n'est pas possible. En fait, on pourrait faire autrement. On a tout un arsenal législatif et financier pour sauver l'industrie en France, pour sauver les emplois. Et c'est pour ça qu'on doit laisser le NFP gouverner aujourd'hui. Déployés d'un bout à l'autre du pays, nos reporters ont aussi pu recueillir la parole d'ouvriers, de salariés, virés avec mépris en 5 minutes après 25 ans de travail, parfois plus, parfois de père en fils. Christophe, salarié de Michelin, comme tant d'autres, tire une leçon claire de la situation en exigeant le départ de l'homme responsable du chaos et du blocage du pays. Nous l'écoutons. Est-ce que vous faites partie vous-même des 64% des Français qui réclament son départ ? Oui, évidemment, quoi. S'il compte, de toute façon, ça va rien changer. Là, ce qui se passe au niveau national, ça va rien changer. Les délocalisations vont pas changer. Les crédits d'impôt, les allégements en charge, etc., ça va pas changer. Ils vont toujours se gaufrer sur le dos des contribuables français et pour supprimer de l'emploi en France. C'est quand même extraordinaire, quoi. On arrive à un pays où on est en train de subventionner les délocalisations. C'est du jamais vu. Et aujourd'hui, forcément, que c'est pas Macron qui fout le bordel depuis 7 ans qui va changer quoi que ce soit, quoi. Alors que faire pour sauver l'emploi et l'industrie ? Déjà, même s'il s'accroche au pouvoir, la démission de Macron progresse. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les salariés du pays. Les Insoumis déploient aussi une batterie de mesures pour mettre au pas le capital et penser une industrie qui répond aux besoins de façon souveraine. Certaines sont déjà posées, d'autres en cours de réflexion, LFI étant fidèle au principe de mise à jour permanente de son programme. Il y a bien sûr l'interdiction des licenciements boursiers, la mise en place de mesures de protection douanière, la mise en place d'une agence de relocalisation, le fait de pourchasser les détenteurs de capitaux pour qu'ils contribuent à l'impôt. Se pose aussi la question du maintien de la rémunération en cas de reconversion professionnelle. Toutes sont conditionnées par une chose, faire sauter le verrou et dégager Emmanuel Macron. C'est la fin de cette chronique. J'achève en vous invitant à tous suivre nos réseaux, notre site, notre canal Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et Telegram pour rester toujours connectés à l'esprit de l'insoumission. Merci Sylvain. Si le sujet des mobilisations pour l'industrie en France vous intéresse tout particulièrement, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 4 de Touche pas à mon peuple. Nous nous étions rendus en Isère sur les sites de Vancorex et de Valeo, aux côtés de Manuel Bompard. Et c'est déjà la fin de ce 7e épisode de votre podcast préféré, Touche pas à mon peuple. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict ou encore Amazon Music. Je vous invite aussi à partager cet épisode auprès de vos proches et de nous faire vos retours. On vous lit avec attention et on vous remercie pour tous vos commentaires positifs. On essaie ainsi de toujours faire mieux. Je vous souhaite une très belle semaine, une semaine de lutte, de bataille victorieuse. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver.